Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, dernier volet de notre série sur les distilleries de Lille. Nous embarquerons sur le petit train des plantations à Sainte-Marie pour un voyage dans le temps aux origines du rhum grâce au musée de Saint-James, une distillerie riche en histoire qui fête ses 250 ans cette année. Dans notre bon plan, nous parlerons formation grâce à l'AFPA, l'association de formation professionnelle pour les adultes, qui propose un choix important de parcours pédagogique, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Fermez les yeux et imaginez la Martinique il y a 250 ans, pas de voiture, peu d'habitants, mais déjà du rhum. À l'époque, la distillerie Saint-James était à Saint-Pierre. Aujourd'hui, elle a traversé l'île pour s'établir à Sainte-Marie, mais elle n'a rien oublié de son histoire. Je vous propose un voyage dans le temps avec Ronan Bonnec, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Un petit train pour un grand voyage dans l'histoire de la Martinique. Les rues Cazenègre ont disparu, les plantations sont toujours là, fournissant la matière première d'une boisson qui a traversé les âges. Le rhum est né dans une période esclavagiste. Donc le rhum a été souvent associé au désespoir, à la mort, à la veillée, etc. Alors que d'autres alcools importés arrivaient et célébraient le baptême, le mariage, etc. Et c'est là que nous avons travaillé pour donner cette dimension culturelle déjà au rhum martiniquais et surtout cette dimension touristique qui fait qu'aujourd'hui le rhum est redevenu un alcool de fête, un alcool de prestige, un alcool de luxe. Bonjour, bienvenue au musée du rhum. Donc ici, nous avons la possibilité de visiter deux musées. Donc vous avez celui-ci qui comprend l'étage et à l'étage vous avez un petit film qui retrace l'histoire, la fabrication du rhum. Ensuite vous avez tout le bas et également derrière, donc la maison de la distillation. Saint-James n'est pas seulement la plus grande distillerie de la Martinique. C'est la seule entreprise des Antilles figurant dans le Larousse des marques de toujours. Elle est même devenue un véritable musée vivant, retraçant une épopée industrielle de 2 siècles et demi d'innovation. On a toujours été très innovants dans notre fonctionnement. Déjà à l'époque, il y avait des grandes banderoles sur les hauteurs de Saint-Pierre qui annonçaient. Après, il y a eu l'histoire de la bouteille carrée pour avoir un empilement rationnel pour le transport dans les vaisseaux. Une commercialisation internationale un petit peu partout dans le monde. Et c'est vrai que quand on s'est regroupé en 1974 à Sainte-Marie, est né quelque chose, disons, de totalement nouveau, puisque nous nous sommes ouverts, si vous voulez, au monde extérieur. Nous avons transformé une usine en centre culturel. Nous avons créé le musée du rhum dans un premier temps, nous avons créé la fête du rhum, la fête de la récolte, nous avons fait des expositions pendant une vingtaine d'années avec l'espace France Antilles Magazine, nous avons mis en place le petit train déterré des rails de chemin de fer pour le faire arriver jusqu'au musée de la banane, nous avons créé la maison de la distillation et tous ces éléments-là fait qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai centre culturel mais surtout aussi un centre touristique qui reçoit à peu près 150 000 visiteurs par année, qui découvrent non pas seulement une distillerie, mais qui découvrent un rhum de légende, une marque de prestige, et puis surtout une façon de découvrir ce que c'est que le rhum de la Martinique, c'est-à-dire un rhum agricole qui est aujourd'hui d'appellation d'origine contrôlée. Un centre culturel et touristique aux multiples facettes qui ferait presque oublier l'outil de production d'où sortent chaque année les 3 millions de litres qui sont vendus dans le monde. Il est important quand même de perpétrer la tradition, d'essayer quand même de continuer ce travail qui a été fait il y a quelques années par nos ancêtres. Et tant mieux si on a réussi quand même à avoir un rhum AOC.
en Martinique, qui est le seul au monde. Mais tant mieux si la population apprécie notre travail. Car la force de Saint-James, c'est aussi un patrimoine en bouteille qui s'exporte aux quatre coins du globe. À l'international, la marque Saint-James est présente dans plus de 50 pays, avec un ancrage très fort en Afrique, sur la référence Renaud-Membré, avec la présentation historique de la marque. C'est le rhum Saint-James qui est associé à toutes les célébrations et par exemple offert lors des mariages. Rhum Saint-James, célébrons chaque instant. Marque leader sur l'Hexagone, Saint-James va fêter comme il se doit son 250e anniversaire, avec notamment une spéciale cuvée millésimée d'assemblage dont l'un date de 1885. Le rhum comme un produit de luxe avec une stratégie de développement qui s'appuie sur le prestige de l'enseigne. C'est vrai que c'est dans cette niche de produits de luxe-là qu'on veut véritablement se positionner, qu'on se positionne déjà comme ça. Nous n'avons pas de concurrents véritablement sur le marché international puisque nous-mêmes, nous sommes très particuliers avec cette AOC. Nous avons de quoi véritablement montrer l'origine du produit, la technicité du produit, le savoir-faire et tout ce qui s'ensuit à ce niveau-là. Ambassadeur du rhum et de la Martinique dans le monde, Saint-James continue ainsi de fédérer et de développer ce patriotisme grandissant autour des différentes distilleries de l'île. Et on retrouve Michel Fayad, le conservateur du musée du rhum. Bonsoir. Bonsoir. Alors revenons un petit peu aux origines. Il y a 250 ans, la distillerie Saint-James n'était pas encore à Sainte-Marie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu son histoire? En fait, elle est née en 1765 sur la route de Font-Saint-Denis dans une habitation qui s'appelle Trouvaillant. Et c'est vrai que ce sont les frères du couvent de la Charité, hein, le père Edmond Lefébure, je me souviens, qui a lancé cette première distillerie, sucrerie à l'époque, hein, puisque ce n'était pas encore véritablement du rhum qu'on exportait. Et puis au fur et à mesure, il s'est développé, puis Saint-Pierre est devenu la capitale mondiale du rhum, notamment avec Saint-James à l'intérieur. Et puis en 1902, quand il y a eu l'éruption, pratiquement toutes les distilleries ont disparu du jour au lendemain, sauf Saint-James, qui a été légèrement détruite, mais qu'on a pu reconstruire très rapidement. Parce que Saint-James exportait déjà à cette époque-là dans le reste du monde. Et donc c'est finalement en 1974 que la distillerie s'installe à Sainte-Marie. Depuis, elle a été précurseur d'une dynamique nouvelle puisque c'est cette distillerie et ses ouvriers qui ont initié l'ouverture des distilleries au public et aux touristes, notamment avec la création de la Fête du Rhum il y a 32 ans. Au départ, c'était pour mieux faire connaître leur métier et leurs produits. Aujourd'hui, c'est devenu un événement incontournable du mois de décembre. Racontez-nous un peu l'histoire de cette fête. Oui, c'est-à-dire qu'avant même, il faut dire que Saint-James est parti un petit peu partout en Martinique. On a retrouvé une usine Saint-James à Font-Bourlé, à Casse-Pilote. On a retrouvé une à la Galéria, à Cajou. On a retrouvé une à Rivière-Blanche, etc. Et puis c'est vrai, en 1974, on s'est regroupé pratiquement sur l'autre versant de la montagne Pelée, c'est-à-dire sur Sainte-Marie, pour faire, disons, l'unique production de rhum Saint-James dans une ancienne usine qu'on appelait l'usine de Sainte-Marie. Alors bien sûr, de là, vous savez, on a beaucoup innové, on parlait de la bouteille carrée, on parlait de l'exportation, de la publicité, et c'est vrai que quand nous sommes arrivés à Sainte-Marie, on est reparti dans cette innovation, donc très vite. C'est la première distillerie qui a été délocalisée d'ailleurs, ça c'est très important de le dire, et c'est vrai que dans un premier temps, les Samaritains se disaient, tiens, rhum de Saint-Pierre qui arrive ici, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils n'étaient pas convaincus, donc on a eu un petit moment de flottement. Et c'est là que les ouvriers de Sainte-Marie, de l'usine, ont décidé d'organiser une grande journée porte ouverte, qui a eu beaucoup de succès, où les gens ont découvert effectivement l'origine des rhums Saint-James et se le sont appropriés.
Et à ce moment-là, c'est devenu, au fil des années, la fête du rhum qu'on connaît aujourd'hui, au bout de 32 ans, et qui est un succès phénoménal, comme on a pu le voir dans le reportage. Alors, vous avez également créé un musée pour que les visiteurs puissent connaître l'histoire du rhum et puis des hommes qui l'ont fabriqué, puisque vous l'avez dit dans le reportage, cette histoire est indissociable de celle de l'esclavage. C'est ce qui fait que le rhum a longtemps pâti d'une image qui était plutôt liée à la souffrance qu'à la fête. C'est-à-dire, tout était dissociable de l'esclavage. La population martiniquaise est issue de l'esclavage, la culture martiniquaise est issue de l'esclavage, le conte, la musique martiniquaise est issue de l'esclavage, et donc automatiquement le rhum martiniquais est issu de cette période-là aussi. Mais disons que le génie de Saint-James, ça a été justement de transformer des lieux de souffrance en lieux de culture. Et donc justement, nous avons décidé non seulement de créer la fête du rhum, mais d'ouvrir le musée du rhum dans l'ancienne habitation du propriétaire de l'époque, de le faire connaître aux touristes, etc., de donner une vraie explication sur comment on fabrique le rhum, et ils sont bien évidemment très intéressés par là. Avec aussi la maison de la distillerie. Avec aussi la maison de la distillation qu'on a créée beaucoup plus tard. Mais entre-temps, on a fait quand même des expositions pendant une dizaine d'années avec votre confrère France Antilles Magazine, et puis on a aussi créé on a aussi remis en circuit, en route, le train des plantations dans les années 80-95 à peu près, qui rejoint le musée du rhum. Qui avait existé auparavant? Oui, c'est un circuit qui existait déjà. Hein. On a retrouvé une ancienne locomotive un petit peu dans la boue, hein, qu'on a déterrée pratiquement. On a été chercher sur le cadastre et on a vu qu'effectivement l'habitation L'Union, le musée du rhum, était relié à l'habitation Limbé, le musée de la banane, par une voie de chemin de fer. Et donc, à ce moment-là, on a refait le circuit et on a installé le train. C'est intéressant parce qu'il n'y a plus du tout de train aujourd'hui en Martinique. Donc, ça veut dire qu'à une époque, c'était utile. Ça servait à quoi? Il servait à quoi ce train? Il y a eu un vrai réseau de voies ferrées à l'époque en Martinique. Hein. Il y a près de 250 km de voies ferrées qui existaient à Petit-Bourg, à Rivière-Salée, à Sainte-Marie, au François, etc. Et ça servait uniquement à aller chercher la canne dans les champs pour les ramener à l'usine. Donc le train était uniquement destiné au transport de la canne. Et aujourd'hui, bien sûr, comme nous avons des camions, ça n'a plus d'utilité. Voilà, donc nous le servons comme un produit touristique. Alors dans l'histoire, évidemment, on l'a vu, Saint-James a souvent joué un rôle novateur avec, vous en avez parlé, cette bouteille carrée qui était en fait à l'origine faite pour empiler les bouteilles et pour pouvoir les transporter. Elle date de quand cette bouteille? Elle date de 1885. C'est Paulin Lambert, d'ailleurs, un négociant marseillais, si vous voulez, qui a commencé à exporter ce rhum-là, et puis qui a trouvé ce système de bouteilles carrées. D'ailleurs, c'est surprenant parce que c'est le commandant Cousteau qui a trouvé des épaves comme ça au fond de l'eau et qui nous a un peu donné l'explication, puisqu'il y avait des bouteilles carrées empilées les unes sur les autres de façon rationnelle, et qui fait que pendant la houle, pendant les tempêtes, ça tenait véritablement. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, même dans un canton de rhum Saint-James, on n'a pas besoin d'intercalaire, par exemple, vous voyez, ce qui n'est pas le cas des autres. Et c'est vrai qu'il a déposé... C'est devenu aujourd'hui un symbole d'identité. Voilà, c'est un symbole d'identité parce qu'il a déposé la marque Saint-James dans un premier temps, mais aussi la bouteille carrée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir un petit peu partout dans le monde des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles carrées, etc., mais qui ne sont pas véritablement la vraie bouteille carrée avec le long cou, comme on le voit sur Saint-James. Alors, Saint-James n'est pas qu'un site touristique, puisque vous êtes la première distillerie de l'île en matière de production. Vous exportez votre rhum dans 52 pays à travers le monde. Vous êtes leader en métropole et vous exportez notamment en Afrique. Comment expliquez-vous cet engouement africain, on l'a vu dans le reportage, pour vos produits? C'est très surprenant parce que c'est vrai que Saint-James a commencé à exporter depuis pratiquement le début du XXe siècle, même la fin du XIXe, etc., enfin le début du XXe. Et à ce moment-là, il s'est retrouvé dans toute l'Europe. Hein. Saint-James a participé à la Première Guerre mondiale. Hein. Il était dans le colis démobilisé, on l'oublie souvent. Et puis, il s'est retrouvé en Afrique. Et aujourd'hui, il est rentré de façon assez bizarre dans la tradition africaine même. C'est-à-dire, comme disait Madame Dubois, on se marie, on offre une bouteille de rhum Saint-James. Dans le vaudou, on utilise le rhum Saint-James, vous voyez. Et le rhum Saint-James est considéré pratiquement
beaucoup d'Africains ne savent même pas que le rhum Saint-James vient de la Martinique. Vous voyez, c'est un petit peu... Il y a quelques années, on a reçu le descendant du roi Béhanzin qui est venu en Martinique et qui nous a dit, moi, je suis venu voir deux choses, c'est Aimé Césaire et l'usine Saint-James. Donc nous, on est tombés des nues quand on a entendu ça. C'est vraiment entré dans la tradition. C'est vraiment entré dans la tradition et d'ailleurs, véritablement, j'ai bien envie de faire un reportage sur ce que représente le rhum Saint-James en Afrique. D'ailleurs, c'est un modèle de litre qu'on appelle d'ailleurs la bouteille au long cou. Voilà comment on l'appelle en Afrique. Alors, avant de passer au deuxième sujet, un petit mot sur cette cuvée millésimée spéciale pour vos 250 ans. Il s'agit d'une cuvée d'assemblage qui comporte notamment un rhum datant de 1885. On imagine que c'est extrêmement rare. Alors, où est-ce que ce rhum était conservé et est-ce qu'il en reste beaucoup ? Alors, ce rhum-là a été fait, bien sûr, avant l'éruption de la montagne Pelée, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça a été le premier, ça c'est très important, c'est le premier millésime de l'histoire du rhum martiniquais. Et c'est aux Pays-Bas qu'on l'a retrouvé, dans les années 40-50. Un responsable des rhums Saint-James est passé dans une boutique et puis il a vu tout un tas de millésimes 1885 qu'il a bien sûr s'est empressé de faire rentrer en Martinique et depuis on a effectivement cette collection qu'on garde précieusement et avec laquelle l'œnologue Marc Sassier a composé, disons, un assemblage de millésimes, parce que ça pas uniquement de 1885, mais il a pris 1885, 1934, 52, 76, alors, etc. Vraiment très rapidement, parce qu'on arrive à la fin, on va devoir passer au second reportage. Est-ce qu'un rhum aussi vieux est toujours bon? Est-ce que ça se conserve? Ah oui. Alors le problème du rhum, c'est déjà au départ, le rhum, c'est un alcool distillé qui se conserve une éternité pratiquement, mais disons, bon, passer une période comme ça, vous avez quand même les suspensions de tanin qui finissent par se diluer complètement, et c'est vrai que ça donne quelque chose de très boisé, surtout qu'à l'époque, effectivement, on faisait du rhum avec du jus de canne cuit, etc. Bon, tout ça pour des questions sanitaires, machin. Mais ce millésime-là, en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, la distillerie Saint-James, c'est 65 personnes qui y travaillent, la plupart originaires de Sainte-Marie. Et la distillerie, vous allez le voir, c'est un peu toute leur vie. Bonjour Miguel. Ça va? Ben ça arrive bien ce matin. Ok. Pour respecter le rigoureux cahier des charges de l'AOC, chaque étape de la fabrication du rhum agricole doit être contrôlée. Alors je viens de recevoir de Miguel des échantillons, donc des arrivées de cannes à l'usine. Donc pour chaque réception de canne, on doit contrôler, puisque le rhum est AOC, donc le pH et également le taux de sucre contenu dans la canne, pour chaque parcelle. Donc au niveau des moulins, au niveau de la cuverie de fermentation, on récupère un échantillon de chaque cuve remplie. Et au niveau également de la distillation, que la distillation se déroule correctement, qu'on n'ait pas de perte de rhum dans les vinasses. Et enfin aussi au niveau des chais. On fait des analyses sous le produit fini, sous le rhum. Myriam est la responsable du laboratoire à Saint-James, mais elle est également maître de chais. Bonjour Babo. Bonjour. Ça va? Ça va. Monsieur Véran dit bonjour. Ça va. En collaboration avec l'œnologue, nous classons les différents rhums de production, puisqu'il y a quand même une dégustation à faire, savoir classer les différents rhums que nous produisons. Et ce travail est également fait pour les rhums vieux. Pour la préparation de toutes les cuvées, les millésimés, etc., il y a une préparation en amont qui est faite. Après avoir travaillé dans plusieurs laboratoires de l'agroalimentaire, elle est naturellement retournée dans sa commune natale. Je suis de Sainte-Marie et c'est vrai que je me suis intéressée à la production. À l'époque, une amie en fait partait, j'ai posé ma candidature, ça s'est bien passé. Et depuis maintenant plus de 10 ans, je suis à la distillerie Saint-James. Ce qui me plaît en fait dans mon travail, c'est quand même la diversité. Au niveau de la production, parce qu'on pense, bon, on produit chaque jour un rhum, on pense qu'il est pareil, non, parce que la matière première est différente et la fermentation également peut être différente. Et avec Myriam, c'est aussi une histoire de famille qui se perpétue. Mon père a travaillé ici, mon grand-père également, lorsqu'on avait en fait une sucrerie ici. Ils ont travaillé et bon, ça ne s'est pas fait
directement comme ça. Hein. C'est pas parce que mon père et mon grand-père ont travaillé ici que j'ai voulu travailler ici, mais ça s'est fait naturellement. Le rhum et les hommes, deux mots qui riment et un monde dans lequel il faut faire sa place. Ça se passe bien, ça n'a pas été facile au début, je l'avoue, mais lorsqu'après l'équipe reconnaît votre travail, je pense qu'il y a quand même un respect et on travaille en équipe, ça se passe bien. Lorsqu'on a un objectif, il faut essayer de l'atteindre et c'est par le travail en fait qu'on peut y arriver. Voilà. Claude est lui aussi de Sainte-Marie. Il travaille ici depuis presque 40 ans. La distillerie Saint-James, il en connaît tous les recoins et tous les métiers. Je travaille un peu dans tout, la maçonnerie, chauffeur générateur, chauffeur engin, un peu dans tout, claviste et tout. Quel qu'en soit le métier, ça m'intéresse. Pas de métier fixe. Et Claude a connu l'époque où la mécanisation n'avait pas encore gagné toute l'usine. Avant, c'était beaucoup plus dur. Franchement, il faut le dire. Mais à présent, ça s'améliore, ça va mieux. À quelques années de la retraite, quand d'autres s'accrochent à leur poste, pour Claude, il faut savoir passer le flambeau aux nouvelles générations. Là, j'arrête. Dès que là j'arrive, il faut arrêter. Il faut laisser pour la jeunesse quand même. Normal. Saint-James, c'est aussi une tradition ouvrière avec cet ancrage dans la commune de Sainte-Marie où pour sauver leur usine, les travailleurs organisèrent il y a 33 ans la première fête du rhum, la seule au monde et qui prend chaque année toujours plus d'ampleur. Michel Fayad, profitons de ce reportage pour revenir un peu sur l'histoire du travail dans les distilleries et son évolution. Claude nous dit qu'en 40 ans déjà, ça a énormément évolué. On sait qu'avant, c'était un travail extrêmement physique. Est-ce que la mécanisation a une influence aussi sur le goût du rhum ? Sur le goût du rhum, non, pas vraiment. Au contraire, disons qu'avec la mécanisation, on fait quelque chose de beaucoup plus pointu, de beaucoup plus carré. Donc la canne arrive dans de meilleures conditions encore, parce qu'à l'époque, c'était la coupe à la main. Hein, on s'en souvient encore de ce travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la mécanisation, avec toutes les techniques, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile, non seulement à faire du bon rhum, mais en plus pour les hommes, et ça, on ne peut que s'en réjouir d'ailleurs. Comme Myriam, votre maître de chai, dont le père et le grand-père travaillaient déjà dans la distillerie, le rhum est souvent une histoire de famille, en tout cas l'a souvent été. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui ? C'est une histoire de commune, une histoire de village, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que généralement les anciennes distilleries, toute la commune s'est construite autour de ces distilleries-là. Et donc, les hommes et les femmes de cette commune ont souvent une attache particulière, etc. On peut les appeler à n'importe quel moment, même s'ils ne travaillent pas là, ils viennent nous donner un coup de main. Si vous voulez, on voit ça notamment pour les fêtes du rhum, etc. Ils sont tous partants. Et c'est vrai que des fois, il y a ceux qui partent à la retraite et leurs fils s'empressent, si vous voulez, de venir prendre la relève, etc. Ça ne se passe pas systématiquement, mais on le voit assez souvent quand même dans ça. Mais c'est le côté fédérateur. Et c'est ça qui est très important, c'est que, vous savez, la distillerie, c'est comme l'église, si vous voulez. On n'entre pas dans la distillerie comme ça, comme dans un supermarché. On entre dans la distillerie comme dans une cathédrale, véritablement, où on vient découvrir toutes les anciennes machines, tous ceux qui travaillent, etc. Parce que, vous savez, c'est un musée vivant, c'est un voyage à travers le temps qu'on fait quand on entre dans une distillerie, puisqu'on utilise la bagasse comme combustible et du coup, on est véritablement dans le siècle dernier, avec, en plus, comme justificatif, qu'on fait du recyclage de déchets. Même la mécanique, même la le mécanique visuel, est fascinante, absolument. Voilà. Et c'est ça qui attire les touristes, d'ailleurs. Hein. Il n'existe pratiquement plus de machines à vapeur du 19e siècle, comme dans les romans de Zola ou les temps modernes de Charlot, en France, par exemple. Donc, quand les touristes arrivent et qu'ils voient ça, ils sont complètement émerveillés, quoi. Alors, un petit mot sur l'avenir. Le rhum, on a dit, a marqué le passé de la Martinique. Est-ce qu'il marquera aussi notre avenir ? On sait qu'aujourd'hui, la canne à sucre traverse une période très difficile, que la production de rhum aussi se concentre dans certaines distilleries. Est-ce que le rhum restera un secteur fort de l'économie martiniquaise ? Moi, je suis persuadé. Hein. Le rhum, d'ailleurs, c'est elle qui façonne l'histoire de la Martinique. Quand le rhum allait bien, la Martinique était relativement florissante. Quand il y a eu la crise dans les années 60, vous avez vu, la fermeture d'usines a créé une exode
rurales qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui à Fort-de-France, chez le Cher-Lamentin, etc. Quand le rhum a repris, si vous voulez, les distilleries, ce sont des régulateurs démographiques dans un premier temps. Vous voyez, donc ça permet de maintenir un certain nombre de personnes sur place et de familles sur place, ce qui fait que tout ne se concentre pas dans les villes. Et puis surtout, aujourd'hui, on dit qu'il y a des problèmes, mais bon, des problèmes de canne, en fait. On ne trouve pas suffisamment de canne. Mais bon, il faut voir le problème aussi de façon très optimiste. Je préfère encore qu'on cherche de la canne parce qu'on a les marchés qu'il faut, au lieu qu'on cherche des clients parce qu'on n'a pas le produit ne se vend pas. Donc pour moi, au contraire, le rhum, c'est véritablement l'avenir de la Martinique parce que c'est un produit particulier, c'est un produit spécifique, c'est un produit identitaire, véritablement. Et c'est un des produits qu'on pourra exporter. Et c'est un produit qu'on pourra exporter dans un premier temps et surtout justifier justement de sa particularité puisque l'appellation d'origine aujourd'hui nous garantit l'origine du rhum et la fabrication et la typicité et tous ces éléments-là qui fait que finalement aujourd'hui un rhum martinique n'est pas comme un rhum qui sort de n'importe où, quoi. Restez avec nous Michel Fayad, on se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 49, c'est le chiffre d'affaires par chambre d'hôtel loué en Martinique en 2014. C'est moitié moins que le même chiffre pour la moyenne régionale dans la Caraïbe. Cela signifie que les écarts de performance dans l'hôtellerie entre la Martinique et les autres destinations de la Caraïbe continuent de s'accroître. Ces éléments sont corroborés par l'étude que KPMG consacre à l'hôtellerie française en 1914. Elle montre que les départements d'outre-mer ont une rentabilité plus faible que dans l'Hexagone en raison principalement d'une masse salariale plus importante avec une productivité du travail plus faible. La liquidation du Marouba vient hélas de souligner cette performance médiocre de l'hôtellerie martiniquaise. Ils sont entre 500 et 600 stagiaires à suivre chaque année une formation à l'AFPA. L'association de formation professionnelle pour les adultes propose des programmes variés, notamment sur les professions qui se développent en Martinique, comme les métiers de la mer. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Thomas Turard. Chaque année, ils sont entre 500 et 600 stagiaires à fréquenter les centres de formation de l'AFPA, l'association de formation professionnelle pour les adultes, comme celui de Dillon. Les formations proposées sont accessibles dès le niveau 5 BEP CAP jusqu'au niveau 2 et permettent d'obtenir un certificat de compétences reconnu par le monde de l'entreprise. Le contexte actuellement est très sensible, très difficile pour nos jeunes et les chefs d'entreprise ont à cœur d'avoir des personnes formées dès leur arrivée en entreprise. Donc c'est la mission que l'AFPA a depuis plus de 50 ans. Puisque nous proposons des formations dans lesquelles la pédagogie permet de pouvoir insérer immédiatement une personne qui vient se former, jeune ou moins jeune. L'AFPA s'adapte aux réalités économiques en se tournant vers les métiers de la mer, un secteur prometteur. Depuis 3 ans, une formation marine de plaisance y est dispensée. Les candidats apprennent notamment l'entretien et la réparation des bateaux. Nous avons mon dépôt à sec qui se développe. Donc une activité en pleine expansion, donc on a quand même de belles années devant nous pour le nautique. Donc une belle ouverture pour les jeunes. Aujourd'hui, cette formation refuse des candidats. Les stagiaires présents, eux, veulent y croire. Depuis quelques années, on entend dire qu'il y a des débouchés dessus. Donc c'est la raison aussi pour laquelle que nous tous, nous essayons justement d'entrer dans le milieu le plus rapidement que possible. Donc on espère ne pas être trompé par la suite, surtout par rapport à ça. Donc, notre souhait à tous, c'est justement d'intégrer justement dans ce domaine, d'entrer le plus rapidement que possible dedans et puis on va dire pratiquement passer notre vie dedans. Parce que bon, apparemment, ça c'est plaisant. Grâce au succès de cette formation, une autre autour de la menuiserie en construction nautique verra prochainement le jour. Michel Fayad, on vous retrouve pour la conclusion. Vous vouliez nous dire un mot de l'importance du tourisme pour les distilleries martiniquaises ? Oui, c'est important parce que premièrement, ça nous permet de démontrer le produit, de le montrer, de le faire déguster, de le faire voir à la naissance et surtout de pouvoir communiquer véritablement. Parce que, si vous voulez, nous, ce qu'on a toujours défendu, c'est de dire que l'hôtellerie dont on parlait tout à l'heure ne fait pas du tourisme pour construire uniquement des hôtels. On ne fait pas venir des paquebots pour
pour entretenir un terminal de croisière. En fait, le tourisme, c'est surtout pour accompagner une économie, pour soutenir une production locale et donc pour vendre les produits du terroir. Donc l'achat des bouteilles de rhum par les touristes, si vous voulez, permet de comprendre mieux justement les dépenses des touristes dans ce secteur-là. Et véritablement, les chiffres des fois qu'on donne ne tiennent pas compte suffisamment du rhum. Et ça, je le regrette. Parce que véritablement, 150 000 visiteurs par année, imaginez 2 ou 3 bouteilles par touriste, ce que ça peut représenter. Et ça, ce n'est pas comptabilisé. Et puis ça, ce sont les bouteilles ici. Et puis quand ils rentrent après chez eux, ils peuvent ils retrouvent ce rhum-là, un rhum qu'ils ont vu net, qu'ils ont vu, qu'ils ont dégusté, qu'ils ont senti les odeurs, parce qu'ils sont très réceptifs quand ils sont en vacances, vous voyez. Et donc, c'est un vecteur de communication énorme pour les rhums de la Martinique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pratiquement toutes les autres distilleries se sont mis un petit peu à l'heure du tourisme, et ça, on se réjouit de ça. Mais en tout cas, l'initiative venait de nous. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon anniversaire pour vos 250 ans. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de la semaine. Jeudi 25 avril, Lucie Manuel, vice-présidente de Contact Entreprise, et Jean-Paul Joannel, délégué général, interviendront à l'EGC Martinique, l'école de commerce et de gestion, en tant que membres du jury pour entendre et auditionner les rapports de stage de fin d'études. Mercredi 8 juillet, Contact Entreprise recevra Céline Rose, présidente de la CGPME, au cours d'un déjeuner-débat sur le thème « Quelles priorités pour les PME martiniquaises ?» 18 chefs d'entreprise participeront à cet échange. Lundi 13 juillet, Contact Entreprise organisera pour ses adhérents un déjeuner-débat avec Bruno Setrose, responsable de la modélisation numérique, sur le thème The Ocean Cleanup, ou comment les océans peuvent se nettoyer par eux-mêmes. Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'association Entreprise Environnement. Voilà, Libreco, c'est fini pour la saison. On se retrouve à la rentrée. Je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.